Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis Clémence et je suis ravie donc de vous accueillir ce soir pour notre live Créer son parcours en grande école de commerce. Donc, je vais vous partager notre présentation de ce soir. Donc, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée donc, par trois intervenants. Donc, nous aurons avec nous ce soir Caroline Hermé, directrice donc, du Master Grande École à Excelia Business School. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Nous avons également donc, Julie Fauti, diplômée de l'école BSB. Donc, bonsoir Julie. Bonsoir à tous. Et nous avons Sacha Herstig, étudiant en Master 2 à l'EM Normandie. Bonsoir Sacha. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ce soir, nous avons également avec nous Christine et Lucille, donc, qui seront présentes pour répondre à toutes vos questions donc sur l'espace discussion et Q&R. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, mais évidemment, je vous conseille d'attendre un petit peu le déroulé de la présentation pour voir si nous allons répondre à vos questions. Alors, allons-y. Donc déjà, je vous rappelle les 6 écoles qui font partie donc, du concours passerelle. Donc, nous avons l'école de l'EM Normandie, l'Institut Mines Télécom Business School, SCBS, BSB, l'ESC Clermont Business School et Excelia Business School. Donc, avant de rentrer en détail sur ce qui va pouvoir constituer donc, votre parcours en grande école de management, on va déjà regarder ensemble sur un schéma de manière globale comment il va pouvoir s'articuler. Donc, la première année, c'est l'année qu'on appelle de pré-master. C'est l'année que vont intégrer les étudiants qui arrivent d'un bac+2. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont en BTS, en DUT, en licence 2, etc., vous allez intégrer cette année-là et vous allez explorer donc, les fondamentaux du management, du marketing, de la gestion et faire un stage donc ensuite. Ensuite, l'année de Master 1, donc ça, c'est l'année que vous intégrez pour les étudiants qui sont à bac+3, +4, où là, vous allez pouvoir donc, développer vos compétences managériales. Et c'est généralement pendant cette année-là que vous allez donc pouvoir faire aussi un échange académique à l'étranger. Donc, ça peut se faire sur l'un des 2 semestres, voire l'année entière. Et si vous n'êtes pas aussi en échange académique, vous pourrez aussi faire un stage à la fin de l'année. Ensuite, vous avez l'année de césure qui est proposée. Donc là, c'est une interruption d'1 an dans votre cursus. Et ensuite, on arrive en année de Master 2 où là, vous validerez donc votre grade de master et où vous pourrez donc vous spécialiser. On verra évidemment tout ça en détail par la suite et vous aurez aussi la possibilité donc dans les écoles passerelles de faire de l'alternance en Master 1 et Master 2 pour ceux qui le souhaitent. Donc là, on dit souvent que les écoles de management proposent un parcours à la carte. Est-ce que Caroline, vous nous confirmez ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que toutes les écoles ont quand même un socle commun, quel que soit le parcours et les parcours que choisissent les étudiants, on va vers le même diplôme à la fin. Donc, il y a un cœur de compétences, de savoir académique qui est obligatoire, quel que soit le type de parcours que l'on fait. En revanche, ça va être dans les modalités d'apprentissage où les étudiants vont pouvoir panacher. Il y a des étudiants qui sont beaucoup plus à l'aise sur des développements très académiques, d'autres beaucoup plus sur de l'entreprise, donc iront plutôt vers l'alternance. Vous avez des étudiants qui ont des profils pigeons voyageurs, qui ont besoin de s'ouvrir au vaste monde pour explorer d'autres horizons. Et chaque école propose effectivement, soit par semestre, soit à l'année, des parcours qui permettent aux étudiants d'adapter un peu leur modèle pédagogique à leur appétence et à leur objectif professionnel. D'accord. Alors, justement, Sacha et Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes, avant qu'on rentre en détail, comment c'est articulé pour vous votre parcours ? Julie, tu peux commencer si tu veux. Je vais commencer. Alors, du coup, en fait, moi, après le bac, j'ai fait un DUT pendant 2 ans, DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Ensuite, j'ai passé Passerelle 1 et j'ai intégré BSB, donc l'école de commerce de Dijon, donc en pré-master, en première année en pré-master.
Ensuite, j'ai commencé mon Master 1 et puis en fait, j'ai fait une année de césure entre mon premier semestre de Master 1 et mon deuxième semestre de Master 1. Donc, j'ai fait mon année de césure au cours de laquelle j'ai fait 2 stages. Et puis en fait, après cette année de césure, j'ai enchaîné directement avec 2 ans d'alternance qui ont terminé mon cursus, donc qui ont terminé mon Master 1 et mon Master 2 dans les grandes lignes. D'accord. Et donc, Sacha, est-ce que toi, tu peux nous expliquer ton parcours? Bien sûr. De mon côté, j'ai intégré juste après le lycée les études supérieures donc en école de commerce. Donc, j'ai passé un concours interne sur les trois années qui suivaient. Et à la fin de ma troisième année, j'ai senti le besoin de sortir de mon ancienne école pour intégrer une nouvelle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré le Passerelle 2 pour pouvoir avoir ma première année de master, mais dans une autre école, qui est donc l'EM Normandie. Durant cette année-là, qui s'est séparée en 2 parties, j'avais le semestre 1 qui était donc en France et le semestre 2 que j'ai pu effectuer à Oxford, dont on parlera un peu plus en détail après. Et j'ai voulu faire une année de césure juste entre mon M1 et mon M2 où j'ai pu développer mes compétences professionnelles. Et je suis actuellement en Master 2 en audit et finance d'entreprise. Très bien, merci. Alors, je suis désolée, j'avais un petit souci d'affichage. J'ai réglé ça pendant que vous parliez. C'était parfait. Euh, les aléas du direct. Alors, bon, bah, maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail, justement. Donc, déjà, quand on se renseigne sur une école de management, bah, l'une des premières questions qu'on peut se poser, évidemment, Caroline, c'est qu'apprend-on en école de management? Alors, qu'apprend-on en école de management? On apprend à manager et à devenir manager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? Ça signifie qu'à terme, à moyen terme, on espère que nos diplômés vont être en capacité de gérer, développer des business units ou des organisations, quel que soit le type d'organisation. Ça signifie qu'ils vont apprendre tous les fondamentaux du management. Et là, quelle que soit l'école que vous allez choisir, en année pré-master, vous allez faire les fondamentaux du management, marketing, finance, contrôle budgétaire, de la stratégie, de l'achat, supply chain, etc. Donc ça, c'est vraiment le socle commun. Mais ça amène à un côté opérationnel, ça amène à un côté fonctionnel. Donc maintenant, ce qui va faire la différence, ça va être, et c'est surtout développé au niveau du master, donc en M1 et en M2, on va travailler tout ce qui est aptitude et compétences managériales. Donc là, on est véritablement sur des soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des éléments qui se traduisent par l'action pour pouvoir les acquérir. Donc, ça va être par des missions, par des consultancy projects, ça va être par de l'expatriation, ça va être par des stages, de l'alternance, ça va être par des classes renversées, par exemple. Mais là, j'allais dire, l'étudiant devient véritablement acteur puisque c'est par cette action qui va transformer des savoirs véritablement en compétences. Et les compétences qui sont recherchées sont des compétences, d'adaptabilité. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ce n'est pas la capacité à travailler en équipe, même si c'est très important, qui est demandé en 1, c'est vraiment la capacité à s'adapter. On est dans des mondes extrêmement disruptifs, quels que soient les secteurs dans lesquels on est, avec des techniques et des usages qui changent très rapidement, entre 18 et 24 mois. Donc, ça signifie qu'il faut qu'intellectuellement, ceux qui vont être aux manettes soient capables justement d'avoir cette gymnastique intellectuelle. Et c'est là-dessus vraiment que toutes les business schools et les écoles de management ont construit leur savoir-faire et vous allez le retrouver. Alors, chaque école va avoir sa coloration, sa méthode pédagogique vraiment pour travailler là-dessus, pour travailler sur du leadership. Comment est-ce qu'on devient leader? Comment on s'approprie la gestion des risques? Comment on intègre l'éthique? Voilà. Tout ce genre de choses, ou comment on crée des solutions, on innove, voilà. Comment on peut être soi-même disruptif. Tout ceci, chaque école va le proposer avec des dosages plus ou moins différents. Et pour des étudiants, parce qu'on a certains étudiants qui arrivent en école de commerce
et qui sont issus, qui ont déjà eu un premier diplôme peut-être un peu éloigné du commerce et du management, pour qui ça va être une réorientation et qui peuvent justement craindre d'être un petit peu perdus? Alors non, ils ne risquent pas leur vie en intégrant une école de management, hein, quelle que soit l'année, que ce soit en pré-master ou en master. Vraiment, je pense, mais quasiment toutes les écoles proposent ce qu'on appelle des remises à niveau. Alors, le terme n'est pas très, très élégant, mais en tout cas, c'est pour donner un logiciel et un référentiel commun à tous les étudiants. Donc, on a des étudiants qui arrivent après avoir fait Sciences Éco, il y en a d'autres qui arrivent après avoir fait Histoire Géo, il y en a qui arrivent après une fac d'anglais, il y en a qui arrivent après Psycho, certains intègrent après Sociologie ou Droit. Chacune de ces formations-là, en tout cas, est un socle tout à fait intéressant qui va leur permettre, là aussi, d'avoir une différence par rapport à tous les jeunes qui vont sortir avec un diplôme d'une école de management ou de l'université. Donc, tout ceci est extrêmement intéressant pour les écoles. Donc, ils peuvent se rassurer. Ils peuvent se rassurer, ils vont revoir vraiment tous les fondamentaux et ils ne seront pas, j'allais dire, lâchés dans la nature. Et la plupart du temps, ces profils-là amènent beaucoup au niveau des programmes. Donc, on est très demandeur de profils un peu plus atypiques aussi. C'est ça, c'est l'avantage qui, comme ils viennent de filières différentes, ils se complètent aussi évidemment après dans les classes. Tout à fait. Alors, donc justement, donc on l'a vu, il y a la partie connaissances, théorique. Vous avez donc déjà abordé la partie des soft skills, qui en effet est très important parce que justement, il y a eu une enquête de la CGE auprès de recruteurs où on a appris que le savoir-être et la personnalité du candidat étaient les premiers critères pris en compte avant l'expérience professionnelle et le diplôme. Donc en effet, ça compte beaucoup et l'école, comme vous l'avez dit, est là aussi pour accompagner ce développement des soft skills. Sacha et Julie, est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être un cours particulier qui vous a marqué ou voilà, vous avez pu développer des soft skills et qu'est-ce qui vous aide peut-être, Sacha, dans votre alternance ou Julie, dans votre expérience actuelle? Je vais commencer. Oui, alors nous, en première année et d'ailleurs en deuxième année aussi, donc en pré-master et en début de master, on a eu en fait des cours qui s'appelaient les cours d'improcom. Donc, c'était des cours qui étaient donnés par un professeur qui était en fait un professeur de théâtre à la base. C'était même un acteur qui faisait du théâtre. Et en fait, ça nous poussait à interagir vraiment les uns avec les autres. On faisait des petits jeux de scène. On avait chacun des rôles et on devait parfois interpréter des situations. Ça pouvait être aussi devoir s'exprimer sur des sujets divers et variés devant tout le monde, entrer en interaction avec les autres, trouver des moyens aussi pour rentrer justement et interpeller un auditoire. Donc, c'est vraiment, comment dire, c'était vraiment des cas pratiques finalement qui vous poussent à devoir parler en public, prendre la parole sur un sujet. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise quand on arrive en école parce que forcément, on n'a pas eu forcément beaucoup d'expérience professionnelle ou de choses comme ça. Mais c'est des éléments qui, plus tard dans le monde professionnel, dans vos stages ou même du coup dans moi, parce que j'ai fait alternance, c'est des situations que vous retrouvez au quotidien, devoir présenter des projets devant les autres, appuyer des prises de décision ou des choses comme ça. Donc, c'était un cours qui était très intéressant et qu'on retrouve après dans nos stages, alternance et même job. Et vous, Sacha? Du coup, de mon côté, je vais d'abord parler de l'aspect fondamental des cours. À l'EM Normandie, chacun de nos cours est sujet à des cas pratiques, c'est-à-dire que vous allez apprendre non seulement du contenu théorique, donc les contenus de base qui vont vous permettre de créer des fondations sur les matières que vous êtes en train d'étudier, mais à côté de ça, vous allez avoir des cas pratiques où vous allez être en groupe ou tout seul pour pouvoir faire face à une situation donnée. Au-delà de ça, vous avez aussi des situations qui vont vous amener à travailler en groupe, mais aussi devant un auditoire. Donc, vous allez travailler l'aspect oratoire qui est très important. Que vous soyez manager ou que vous soyez simplement membre d'équipe, c'est très important de savoir mettre les mots sur des situations types.
Donc, le but, c'est que dans chaque matière, vous allez avoir des études de cas à travailler soit seul, soit en binôme, avec des présentations orales qui vous aideront à appliquer et à développer vos soft skills. Et justement, je reviens sur ce qu'on a dit juste auparavant. Le but d'une école de commerce est non seulement de développer toutes les caractéristiques et tout le potentiel de chaque profil, mais également d'appuyer sur l'aspect polyvalence de profil. Justement, une notion qui avait été abordée par Caroline Hermé juste avant. La polyvalence est très importante, surtout actuellement, à l'heure d'aujourd'hui. C'est très important d'avoir des profils aussi divers que variés. Et c'est pour ça que du M1 jusqu'au M2, vous allez développer des compétences managériales qui vont vous aider à varier sur les différentes thématiques et qui vont vous aider à répondre à des situations de crise ou des situations typiques. Or, pardon. Excusez-moi, Sacha. Pas de souci. Au-delà de l'aspect des cours, comme je vous ai dit, chaque cours, des cas pratiques, vous avez aussi ce qu'on appelle des business games ou des serious games qui vont vous aider à travailler en équipe sur cette fois-ci en étant dans la peau d'entrepreneur. Donc, soit vous allez être propulsé, donc je le rappelle, c'est toujours des jeux, donc tout est fictif, mais le but est de vous mettre dans une situation où vous allez devoir prendre des décisions en tant que dirigeant, en tant que directeur financier, en tant que gestionnaire logistique, et tout ça au sein d'un même groupe. À la fin d'une semaine, 2 semaines, peu importe, après c'est la durée particulière du serious game ou du business game, vous allez devoir faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Donc, ce sera agrémenté de différentes choses qui peuvent se passer en entreprise. Crise au niveau de la gestion de vos matériaux, crise au niveau de vos transporteurs, de vos fournisseurs, problème, crise économique, crise sanitaire. Et ce genre de choses, on va vous pousser à amener des solutions. Vous avez un problème, comment vous allez aborder le problème pour avoir différentes solutions au sein de votre organisme. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à développer les soft skills dont on parle. Caroline, vous vouliez intervenir? Oui, juste rajouter un petit exemple par rapport à ça, dont je souscris pleinement à ce que viennent de dire Sacha et Julie, hein, par rapport à des manières pédagogiques justement de développement personnel, hein, presque de développement de compétences. Et il ne faut pas oublier que c'est un des éléments clés au moment d'un recrutement. C'est-à-dire qu'au niveau de votre CV, ce qui va être extrêmement regardé par les recruteurs, ça va être ce qui est en dehors, j'allais dire, du diplôme, des cours que vous avez suivis et éventuellement de l'aspect que vous avez suivi, parce que ça, on le retrouve partout. En revanche, si par exemple vous avez fait une mission humanitaire dans un orphelinat au Vietnam pendant 2 mois ou 3 mois, là tout de suite le recruteur va dire il est capable de partir à l'autre bout du monde, il est autonome, il est adaptable, il est capable de s'engager, il est capable de développer par exemple des programmes en anglais et ça va être encore plus fort ou ça va venir renforcer. Et très souvent, moi j'ai des étudiants qui sont arrivés en dernier entretien, qui étaient en face à face avec d'autres candidats. Et ce sont ces missions qui peuvent paraître périphériques, mais qui ont été vraiment l'élément déclencheur pour le recrutement. Donc, il faut vraiment profiter, lorsque vous intégrez une école, quelle que soit cette école, essayez de profiter au maximum de tout l'expérientiel qu'elle vous propose. Voilà, parce que vous pouvez en avoir besoin et c'est vraiment un élément d'augmentation de compétences énorme. Et justement, vous parlez d'expérientiel et on allait parler de la vie associative, donc ça se lie très bien puisque donc les étudiants vont être amenés à vivre des expériences associatives puisque toutes les écoles de commerce donc, proposent des associations dans différents domaines, hein, que ce soit des associations sportives, humanitaires, culturelles, dans la finance, etc. Donc c'est... J'allais vous demander pourquoi est-ce que c'est important de vivre ces expériences associatives. Vous avez déjà commencé à y répondre. C'est en effet pour tout ce que ça va pouvoir apporter sur le plan humain aussi. Alors, sur le plan humain, mais pas que. Hein, oui, bien sûr. Par exemple, je vois au niveau d'Excelia, mais je pense que c'est aussi vrai pour d'autres écoles, c'est un parcours qui est obligatoire chez nous. C'est-à-dire que tous les étudiants participent à une association.
et certains d'entre eux vont reprendre les associations. Alors, on pourrait dire, c'est super cool, entre guillemets, de s'occuper du BDE, du BDS, etc. C'est 1 million d'euros, 800 collaborateurs à gérer sur l'ensemble des campus. Donc, ça n'est pas rien. C'est-à-dire, quand vous devenez responsable d'une association, déjà, vous êtes en responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous organisez un Y, on entend dans la presse que les mauvais côtés de ces week-ends d'intégration, mais c'est énormément de logistique, de négociation, de gestion de partenaires, de gestion de sous-traitants, c'est de la gestion de risques aussi, c'est de la gestion d'événements, un management de projet intégral. Et c'est pour cette raison aussi que les entreprises regardent ça en disant « mais vous avez été président, vice-président, trésorier d'une association, c'est génial, parlez-moi, dites-moi ce que vous avez fait. » Donc, c'est un élément et c'est une micro-société qui va permettre aussi de voir la vie en collectivité, parfois la gestion de conflits, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout forcément, et il faut s'expliquer. Donc, c'est un terrain tout à fait intéressant d'un point de vue pédagogique. Et donc, justement, vous parliez du BDE, le bureau des étudiants. Donc, vous, Julie, vous avez ce qu'on appelle listé le BDE. Est-ce que vous pouvez expliquer voilà, comment ça se passe, ce que vous avez été amené à faire, etc. Oui, alors en fait, c'est vrai que dans chaque école et à BSB, donc, vous avez tout un tas d'associations pour, on va dire, qui peuvent correspondre à tous les goûts. Et vous avez aussi les 3 bureaux un peu principaux, le bureau des étudiants, le bureau des sports et le bureau des arts, qui organisent chacun des événements identifiés. Et donc, moi, j'ai, oui, ce qu'on appelle listé BDE. Donc, en fait, quand vous arrivez à l'école, il y a chaque année des campagnes pour renouveler, pour élire le nouveau BDE et celui qui va prendre en charge et rythmer tous les événements au cours de l'année. Et donc, en fait, pendant plusieurs mois, vous avez une sorte de compétition entre 2 listes, donc 2 groupes d'étudiants qui vont organiser chacun des journées de campagne, plusieurs événements, des soirées. Et donc, comme le disait Caroline, là, on est vraiment sur un aspect au-delà effectivement, de l'expérience humaine parce que moi, j'en ai que des bons souvenirs et c'est des souvenirs que vous gardez pour toujours. Vous créez vraiment un groupe d'amis après pour tout le long de l'école. Au-delà de ça, vous avez aussi effectivement tout l'aspect de gérer une équipe, des stocks, des approvisionnements, faire des devis. Enfin, au final, on ne dirait pas, mais c'est extrêmement professionnalisant. Et donc, il y a autant l'aspect vraiment humain et ça vous met vraiment dans le cœur de l'école et ça vous fait votre groupe des souvenirs super, mais aussi l'aspect, on développe nos compétences et en fait, sans s'en rendre compte, on commence à rentrer dans le domaine du management et on prend des décisions et on gère des équipes et on a des responsabilités. C'est là que la vie associative prend tout son sens. Et puis après, il n'y a pas que le bureau des étudiants, vous avez tout un tas aussi d'autres associations. Vous pouvez même, si vous avez envie, si vous avez une idée, vous pouvez créer votre association, vous montez votre projet, vous montez votre équipe et vous allez présenter votre projet et puis vous défendez vos idées et vous pouvez tout à fait créer votre association si vous en avez une idée. Je sais qu'aussi à l'école, c'est un petit peu différent. On a aussi un parcours en première année qui est pour le coup obligatoire et en fait, on doit tous prendre part à une mission associative. Moi, par exemple, j'avais fait du soutien scolaire à des jeunes collégiens qui étaient en difficulté. Vous avez tout un tas d'autres choses, vous pouvez choisir. Ça peut être des distributions, des collectes pour des gens en difficulté. Et donc ça aussi, c'est hyper important parce que ça développe l'ouverture d'esprit et toutes ces choses que peuvent amener les expériences associatives. Merci Julie. Et Sacha, alors vous, qu'est-ce que vous avez fait comme association? Alors, j'en ai fait quelques-unes au cours de ma scolarité, dont celle où je suis le plus fier, qui est
les EM Ambassadors, qui est donc une association basée sur le fait d'être ambassadeur et de porter les programmes comme on est en train de le faire aujourd'hui auprès d'étudiants qui ne sont soit pas du tout au courant de ce qu'ils veulent faire en termes d'études supérieures, donc dans le commerce ou autre, soit des personnes qui sont déjà dans le circuit des études supérieures, mais qui souhaitent changer tout simplement, soit d'école, soit de spécialisation. Et du coup, c'est en ça que les ambassadeurs vont intervenir. Au-delà d'être professionnalisant, exactement comme Julie l'a dit juste avant, c'est également une expérience humaine. Donc, je me raccroche en fait sur ce que Caroline disait également avant. Une expérience humaine et à la fois une expérience qui est professionnalisante et qui va vous aider sur différents aspects. Autant il y a eu des personnes qui étaient très à l'aise au niveau oratoire, donc ils n'avaient aucun problème à parler en public, surtout devant des personnes qui ne connaissaient pas. Autant il y a des personnes qui étaient avec un profil beaucoup plus timide et beaucoup plus réservé. Et de ce qu'on en a vu, c'est qu'au fur et à mesure des années, puisque lorsqu'on commence en tant qu'ambassadeur, la plupart du temps, dans une très grande majorité des cas, on continue jusqu'à la fin de notre scolarité, à part pour les alternants où c'est un peu plus compliqué niveau timing. Mais on essaye. Les ambassadeurs ont un rôle assez important pour une école, vu que c'est eux qui vont pouvoir vous informer de ce qui se passe au sein de cette école. Et le but, enfin notre but, du coup, ça va être au-delà de vous dire ce qui se passe chez nous, de vous faire venir en tant qu'ambassadeur et après de vous aiguiller sur comment vous devez aborder une personne que vous ne connaissez pas, ne pas la brusquer, avoir le sens de l'écoute et être justement polyvalent. Être dans la négociation, être dans le partage, parce qu'avant tout, on est là pour écouter et vous aiguiller le mieux possible. On n'est pas là pour vous brusquer. Et donc, au-delà des EM ambassadeurs, parce que les autres associations risqueraient de me taper sur les doigts, on a effectivement plusieurs autres pôles. Donc, le pôle solidaire, développement durable, pôle art, pôle vie étudiante, donc les EM ambassadeurs, les pôles business et les pôles sport et aventure. Et en fait, dans chacun de ces pôles-là, vous allez pouvoir avoir différentes associations qui se spécialisent dans tel ou tel domaine. Si je pouvais en prendre un, parlons du pôle sport et aventure. Vous avez le bureau des sports qui va s'occuper en règle générale de tout ce qui va être rencontres et pratiques de sport. Et vous avez d'autres associations comme le Jump EM qui va s'occuper justement de la mise en place de ces groupes de sport, là. En fait, il faut savoir que chaque pôle, même si différent et organisé d'une façon propre à leur secteur d'activité, ils vont avoir quand même une communication entre eux. Et c'est en ce sens-là que le bureau des étudiants, le bureau des élèves, va favoriser cet échange-là. En fait, ce n'est pas parce que vous êtes sur le pôle art que vous ne serez pas non plus avec le pôle sport et aventure. Et en fait, le but de l'EM Normandie, c'est vraiment d'interconnecter tous les pôles pour leur favoriser simplement leur développement personnel, mais également éviter de les parquer dans un pôle ou dans un autre. Le but, c'est d'avoir son pôle, son activité, mais de continuer les échanges avec les autres pôles. Et du coup, c'est en là qu'a résidé mon expérience personnelle, à savoir que, alors là, je remonte quelques années en arrière. Au lycée, j'étais plutôt turbulent et beaucoup de difficultés à écouter les autres. Et le fait d'avoir intégré une école en tant qu'ambassadeur, ça m'a permis déjà d'être beaucoup plus posé dans ma façon de donner les informations, mais également d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passait autour de moi. Donc, pour faire sens et pour faire un résumé de ce que va vous apporter les pôles, les différents pôles, c'est autant vous allez pouvoir en créer un si vous en avez envie, s'il y a une association qui colle à peu près à votre idée, mais pas exactement, vous allez pouvoir faire une proposition et après elle sera analysée et vous pourrez vous constituer vous-même des groupes qui vont venir rejoindre votre association. Et là, c'est une vraie chaîne. En fait, ça va être un peu votre famille. Vous allez être autant avec les membres de votre pôle qu'avec le BDE et les autres directeurs administratifs qui pourront vous aiguiller sur cette voie-là. Vous ne serez jamais tout seul. À savoir, on a des directives particulières et on sait exactement comment vous amener à ce que vous voulez obtenir. Vous ne serez jamais lâché comme ça sauvagement. Donc, pour faire très simple, autant les pôles vont pouvoir vous aider à vous évader intellectuellement et ne pas penser qu'au cours, parce que la vie étudiante est là également,
autant vous allez pouvoir acquérir une expérience professionnelle qui est différente de l'étude de cas que j'avais annoncée avec les matières précédemment. Les études de cas que vous allez voir dans les cours vont vous aider à avoir une rigueur technique et vont vous aider à développer des soft skills, certes, mais là, vous serez vraiment dans un environnement où vous allez devoir appliquer dans la sphère réelle. Donc, vous allez être de vrais professionnels. Comme le disait Caroline juste avant, ce n'est pas uniquement du travail en surface. Vous allez vraiment devoir travailler sur un business plan et vraiment vous lancer dans la professionnalisation et dans le développement de vos skills. Donc, c'est là où les études sup et surtout en école de commerce vont vous aider grandement à devenir de meilleurs professionnels déjà et de meilleurs managers. Merci Sacha. Alors on va continuer. Donc justement, vous nous disiez que c'était des expériences donc à la fois où on apprend sur le plan humain et professionnel. Donc en effet, les études en école de management vous permettent d'avoir une formation qui est très professionnalisante. Donc déjà, vous allez pouvoir avoir des cours assurés par des professionnels en partie. Vous allez évidemment donc avoir des expériences professionnelles tout au long de votre formation et vous pourrez aussi, pour ceux qui le souhaitent, donc faire une année de césure qui va vous permettre d'acquérir davantage encore d'expérience professionnelle puisqu'en année de césure, vous pouvez être en stage, avoir un contrat de travail, faire une mission humanitaire, un engagement civique, etc. Et donc, vous, Sacha et Julie, si je ne me trompe pas, vous avez tous les deux fait une année de césure. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, de manière synthétique, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année-là? Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, moi, j'ai fait donc 2 stages. En fait, le premier stage, j'ai intégré France Télévisions Publicité, donc dans les médias, et j'étais chargée de projet en réseaux sociaux et opérations spéciales. Donc, en fait, j'étais principalement en charge de gérer toutes les activations publicitaires sur le média social brut. Donc, je pense que ça parle à la plupart d'entre vous, puisque c'était il y a 2-3 ans, mais depuis, ils ont bien monté et ils ont une très belle communauté. Donc, c'était ma mission principale. Et puis, en fait, j'assistais aussi tous les chefs de projet dans la construction de ce qu'on appelle d'opérations spéciales. Donc, en fait, c'est une unité publicitaire au sein de France Télévisions qui est axée sur le brand content, donc tout ce qui est un peu nouvelle forme de publicité, publicité un petit peu qu'on appelle déguisée, et surtout des dispos hyper innovants, hyper créatifs. Donc, je travaillais sur les propositions commerciales, sur les suivis de projet, les bilans, enfin tout un tas de choses en fait autour de ces missions. Donc, ça m'a mis un premier pied dans les médias. Ensuite, j'ai fait un second stage en fait en tant que chargée d'événementiel parce que c'est fait aussi pour ça les stages et les années de césure. J'étais très intéressée par les médias, mais j'étais aussi intéressée par le monde de l'événementiel. Donc, du coup, j'ai voulu tester pour être sûre de mes choix. Et ça m'a plu, mais après, j'ai eu d'autres opportunités, on en parlera, je pense, juste après, au moment de parler d'alternance, qui m'ont confortée dans mon choix de continuer dans les médias. D'accord. Et alors vous, Sacha, qu'est-ce que vous avez profité de faire pendant votre année de césure? Et en effet, on parlera de l'alternance juste après. Alors, durant mon année de césure, j'ai voulu intégrer le système bancaire pour une raison très simple, c'est que déjà j'adore la finance et pour moi la chose la plus logique à faire c'était de rentrer en banque vu que j'allais faire énormément de finance. Alors j'ai intégré premièrement une banque locale qui était à Rouen, qui est donc la Caisse d'épargne, où j'ai fait quelques mois chez eux d'ailleurs, où j'ai développé un côté beaucoup plus commercial qu'analyste d'ailleurs. Et durant ces mois d'enchaînement avec eux, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà cette année de césure était exceptionnelle en termes de connaissances apportées à l'étudiant, mais également en termes d'application des contenus théoriques qu'on voyait en cours, mais également était, pour moi du moins, un indispensable pour les étudiants qui ne savent pas exactement sur quel poste ils veulent se fixer après leurs études. Et en fait, le secteur bancaire, étant donné que c'est très très large, je pense que vous le connaissez un petit peu, je voulais savoir exactement quelle partie de ce secteur-là m'intéressait. Donc, j'ai commencé en tant que conseiller clientèle pour avoir cette notion de conseil et du coup,
d'acquérir beaucoup plus de connaissances dans ce secteur-là, dont j'ignorais les rouages. Et après la caisse d'épargne, je me suis rendu compte que c'était un contenu qui était commercial, certes, enfin qui s'appuyait sur mon profil qui était beaucoup plus commercial, moins dans l'analyse et beaucoup plus dans le conseil. Donc, c'est quelque chose qui me dérangeait vu que ce n'est pas exactement ce que je veux. Et du coup, je me suis aperçu que le côté commercial, certes, c'était très sympa d'aiguiller des personnes et de les conseiller, mais ce n'était pas forcément mon cœur de métier. Donc, à la suite de ça, je me suis réorienté dans une banque qui était dédiée aux professionnels, qui est donc le Crédit du Nord, et j'y suis resté également quelques mois avec eux. Ça m'a permis d'avoir un autre type de conseil avec un autre type de clientèle, où là, je gérais des portefeuilles clients, où j'avais des rendez-vous avec des personnes qui étaient donc du secteur professionnel. Beaucoup plus intéressant pour moi, parce que beaucoup plus riche en termes de contenu. Donc, pareil, je me suis aperçu que j'adorais ça, que c'était très bien, et que plus j'aurais une personne qui savait ce dont elle parlait et qu'elle avait un commerce, qu'elle avait vraiment un vécu, plus ça m'intéressait. Or, à la fin de ma césure, qui s'est terminée du coup avec le Crédit du Nord, je me suis posé cette question très simple, c'est est-ce que je vais continuer dans ce secteur-là ou est-ce que je vais me changer de poste? Est-ce que c'est le secteur qui m'intéresse? Est-ce que c'est le poste qui m'intéresse? Et en ce sens-là, ça a été très intéressant puisque je me suis rendu compte que le métier de conseiller clientèle ou de commercial, ce n'était pas du tout fait pour moi. Et que, au final, cette année de césure m'a permis de débloquer une nouvelle vision sur le secteur bancaire. Donc actuellement, et j'en parlerai un petit peu plus en détail sur la partie alternance, je me suis un petit peu réorienté, mais je suis toujours dans l'univers bancaire, mais cette fois-ci, non pas en tant que conseiller, mais en tant qu'analyste financier, ce qui est complètement différent. Donc, en effet, oui, justement, cette année de césure, comme vous l'expliquez, Julie et Sacha, ça va aussi vous permettre de tester des métiers et des secteurs. Alors, Caroline, on nous demande sur le chat si l'année de césure est-elle payante? Alors, j'allais venir justement sur la partie césure parce que d'un point de vue technique et législatif, il y a deux types de césure. C'est-à-dire que les étudiants, d'abord d'un point de vue légal, un étudiant peut partir en césure dès son admission, donc en début de cycle, en milieu de cycle, mais pas du tout à la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire entre la M2 et la diplomation. Il peut le faire avant la L3, entre la L3 et M1, après M1. Il y a deux types de césure et en fonction des écoles, savoir… Alors, il y en a une qui est absolument gratuite, c'est interdit de la faire payer, c'est la césure que l'on dit entreprise, c'est-à-dire que l'étudiant dit « je veux faire un break », il dit à l'école, donc je fais un break de 1 an, je pars faire le tour du monde en voilier si ça me plaît, ou bien je veux être, je ne sais pas, barman dans un coin complètement reculé des Highlands, pourquoi pas, c'est son souci. Donc là, il n'a pas de compte à rendre à l'école et l'école, donc dans ce cadre-là, ne le fait pas payer, il ne peut rien lui demander, lui réclamer comme frais de scolarité. Il n'a pas de carte d'étudiant, d'accord, mais c'est une suspension de sa scolarité. L'autre césure qui est la césure la plus fréquente parce que c'est celle qui va permettre, comme l'ont dit Sacha et Julie, d'expérimenter des pistes, voilà, des hésitations, valider plus ou moins voilà, ce qu'on pressent, des appétences, etc. C'est la césure entre guillemets stage ou la césure étudiante, c'est-à-dire que pendant cette année-là, l'étudiant garde son statut d'étudiant, a droit à la carte étudiant, en revanche, il a un suivi de la part de l'école, d'accord? Il a des comptes à rendre à l'école puisque l'école va faire des conventions de stage. Donc, chaque convention de stage doit être une convention de 6 mois maximum pour une même entreprise, d'accord? Donc, il va y avoir un suivi de la part de l'école. Et là, les écoles ont la possibilité de demander des frais de suivi de dossier qui n'ont rien à voir avec les frais de scolarité, hein, c'est extrêmement minime, c'est entre 500 ou 1000 euros, donc par rapport à une année de scolarité, et j'allais dire chaque école a sa politique un peu par rapport à ça. Voilà, donc vous avez ces deux types de césures possibles
Une qui est complètement gratuite, où vous n'avez pas de compte à rendre à l'école et où l'école ne vous en demandera pas, et l'autre où vous restez étudiant tout en ne suivant pas le parcours des autres. D'accord, bah merci pour cette précision, c'était très clair. Donc justement, donc là on a parlé des stages, de l'année de césure, et sujet qui intéresse souvent les étudiants, c'est évidemment l'alternance, qui vous permet donc d'acquérir des compétences en entreprise pendant que bah, vous poursuivez donc votre formation. Donc le rythme peut changer d'une école à une autre, mais ça peut être par exemple 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et puis vous serez rémunéré donc à côté. Caroline, quel est l'avantage pour les étudiants justement de faire de l'alternance pendant leur cursus? Alors, il y a des avantages et des inconvénients, comme chaque parcours impossible. Vous savez, chaque fois que vous choisissez quelque chose, vous renoncez forcément à autre chose. Alors, l'alternance, si vous faites l'alternance 24 mois, c'est-à-dire sur les 2 dernières années de votre formation, vous allez pouvoir bénéficier d'une expérience tout à fait intéressante à l'issue de votre formation. Vous allez pouvoir peut-être progresser en termes de mission parce que 2 ans, ça va vous permettre d'évoluer un peu par rapport à des savoir-être et des savoir-faire. Comme vous l'avez précisé, Clémence, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, plus exactement par l'OPCO. Ensuite, vous percevez un salaire. Donc, il y a une sorte d'autonomie. Vous n'êtes plus étudiant, d'accord, pendant cette période-là. Les boursiers ne sont plus boursiers, vous n'êtes plus étudiant, vous êtes salarié de l'entreprise et vous venez suivre les cours à l'école dans le cadre de la formation continue. Alors, souvent, les écoles proposent l'alternance 24 mois et l'alternance 12 mois, c'est-à-dire sur la dernière année. Pourquoi? Parce qu'en partie M1, c'est souvent là où vous avez les périodes d'expatriation et les doubles diplômes. Donc, vous avez ces périodes d'expatriation et souvent, les étudiants hésitent entre partir pour 2 années en alternance, c'est-à-dire ne pas pouvoir profiter un peu d'une expatriation académique voilà, aux États-Unis, en Australie, que sais-je, ou en Finlande, et donc préfèrent aller sur une alternance 12 mois. Donc, ça sera à chacun de décider. Et puis, certaines écoles, dont Excelia, propose aussi de l'alternance où les cours peuvent être suivis complètement en distanciel. C'est pour les étudiants qui sont, par exemple, à l'étranger, donc dans des entreprises hors métropole et qui, les frais de déplacement seraient vraiment trop importants et ça serait aussi trop important pour l'entreprise. Voilà, donc vous avez plusieurs formules au niveau de l'alternance. Là aussi, c'est à chacun des candidats passerelles de bien se renseigner sur les modalités dans chacune des écoles qui les intéressent. Merci. Alors justement, pour illustrer ça, Sacha et Julie, est-ce que vous pouvez nous, puisque vous avez tous les deux fait de l'alternance, nous dire voilà, le poste que vous aviez et puis quelques exemples de missions que vous avez pu avoir pendant votre alternance? Sacha, vous pouvez peut-être commencer. Donc, vous nous aviez dit que le commercial en secteur bancaire, c'était pas trop ça. Donc, qu'est-ce que vous avez fait en alternance? Alors, du coup, comme je l'avais précédemment annoncé, je me suis réorienté cette fois-ci sur un poste, non pas sur un secteur, parce que je suis toujours en banque. En fait, je suis en banque interne et je suis chez Valeo. Donc, je suis dans la holding financière de Valeo à Paris et je suis analyste financier et responsable reporting. En fait, le but de tout ça, parce que c'est très joli, mais on ne sait pas franchement ce qu'on y fait. En fait, en tant qu'analyste financier, vous allez avoir plusieurs petits travaux à faire. Déjà, vous allez avoir du recueil d'informations, du recueil de données et des bilans financiers forcément très utiles et nécessaires à l'analyse de la situation financière de votre établissement, mais également du contexte du marché. En fait, l'analyste financier ne peut pas uniquement s'autoriser le luxe de ne faire l'étude financière que de son entreprise. Il doit faire attention à ce qui se passe aussi à travers le monde. Et c'est pour ça que vous avez énormément d'entreprises qui sont actuellement soit à la recherche d'analystes financiers, soit qui dépendent énormément du pôle financier en cette période assez singulière. Donc, il y a énormément de retours et surtout des chats qui partent à droite et à gauche tout le temps pour la simple et bonne raison qu'on a besoin d'un appui du service financier pour savoir et on fait quoi après.
qu'est-ce qui se passe après? Là, on est dans cette situation-là. Est-ce que vous avez différentes alternatives et qu'est-ce qui se passe en temps réel au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le travail de l'analyste financier, ça va être du travail de fond et aussi de travailler sur la forme. Vous allez devoir réaliser des études comparatives et les analyser les résultats qui en dépendent et en faire un retour. Vous allez également avoir du travail d'audit. Donc, si vous ne savez pas si vous allez aller totalement dans l'audit ou totalement dans le secteur bancaire, je parle pour les profils atypiques, hein, je l'entends bien, vous allez pouvoir travailler les deux. En fait, en tant qu'analyste financier, vous allez forcément faire un petit peu d'audit, vu que le principal but d'un analyste financier, ça va être de vérifier ses sources. En fait, vous ne pouvez pas ne pas vérifier d'où viennent vos sources. Et lorsqu'on vous dit que telle entité, par exemple, en prenant Valeo pour exemple, telle filiale de Valeo vous donne ses comptes de résultats, son bilan, ses résultats consolidés, vous allez quand même devoir interroger ce que vous avez en tant que filiale mère, en tant que source mère de l'entité. Et donc, vous allez corréler les informations et donc, vous allez faire un travail d'audit, vu que vous allez faire de ce qu'on appelle de la compliance, donc de la conformité. Donc, c'est les différentes missions que vous allez vous allez avoir en tant qu'analyste financier. Et concernant la partie reporting, ça va être, comme son nom l'indique, de faire du report, donc de simplement les analyses brutes des données que vous allez avoir, les mettre en forme et les donner dans ce qu'on appelle les comptes consolidés que vous voyez la plupart du temps à la fin des manuels d'entreprise. Vous avez une partie réservée aux comptes consolidés et c'est la partie reporting. C'est simplement pour que n'importe qui puisse lire le reporting et savoir exactement ce qui se passe dans l'entreprise et les décisions stratégiques qui en découlent. Le but, c'est que chacun puisse être aiguillé sur la situation, la santé financière, mais également la santé globale et les stratégies adoptées par le groupe. Voilà. Très bien. Merci Sacha. C'était très clair en tout cas. Et Julie, alors, donc vous, c'était dans un autre domaine, comme ça va nous donner deux exemples différents. Oui, tout à fait autre domaine. Donc, je vais essayer d'être un peu synthétique et de ne pas rentrer trop dans les détails. Donc déjà, moi, juste pour vous expliquer, sans répéter ce que Caroline disait, en fait, avec BSB, vous avez la possibilité de faire une alternance à partir du deuxième semestre de Master 1. Donc, ce qui fait que pendant 1 an et demi, j'ai quand même été à l'école, ce qui m'a permis de profiter de tout ce qui est vie associative, etc. Et puis après, j'ai fait 2 ans d'alternance, c'est 1 an et demi ou 2 ans au choix, à voir en fonction de ce que vous avez envie et aussi de votre entreprise. Pour vous aider un petit peu aussi, moi, mon alternance, je l'ai trouvé lors d'un forum entreprise qui était organisé par l'école. Donc, tous les ans, en fait, vous avez tout un tas d'événements, dont les forums entreprises, qui vous permettent de pouvoir rencontrer des professionnels, de déposer vos CV. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. Et donc, j'ai intégré M6 Publicité en tant que chef de projet opération spéciale en radio. Donc, j'ai eu cette mission pendant 1 an. En fait, j'étais en charge de tous les plans médias et de tous les plans médias des campagnes publicitaires et des dossiers marketing client, du conseil, gérer un petit peu tout ce qui est production. Enfin, il y a tout un tas de branches et de secteurs. C'est un peu technique, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça serait long. Mais donc ça a été mes missions durant la première année. Et puis après, comme le disait aussi Caroline, effectivement, 2 ans, c'est long. Et donc, moi, j'ai évolué en fait sur un autre poste qui était donc assistante en stratégie média et en activation opération spéciale. Donc, moi, j'ai toujours, comme mon premier stage en fait chez France Télévisions, j'ai été toujours dans le département OPS, donc la branche un peu créative, innovante de la publicité. Là, c'était chez M6 Unlimited, donc la cellule brand content de M6 Publicité. Et donc, je travaillais avec les commerciaux pour construire toutes leurs propositions commerciales, trouver les meilleures orchestrations possibles et puis gérer les budgets. Donc, vous avez tout un tas, en fait, finalement, d'expertise à avoir et c'est un métier qui regroupe plusieurs branches. Et puis là, du coup, j'ai fini il y a seulement 1 mois mon alternance. Et en fait, j'ai suite à mon alternance, signé un CDI chez M6 en tant que chef de projet marketing client. Voilà. Donc, radio, télé et digital. Donc, voilà, parcours professionnel qui m'a menée sur un CDI à la fin. Donc voilà, ça illustre bien en effet que forcément,
ça booste l'employabilité des alternants. Il y a de fortes chances, en effet, que votre entreprise vous propose un poste à l'issue de l'alternance. Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose, Bien Clémence, sûr. pour les candidats, puisque beaucoup de candidats se posent la question, est-ce qu'on est aidé pour trouver de l'alternance par les écoles? Donc, il faut savoir que la plupart des écoles, dès que vous aurez validé votre inscription, vous prendront en charge et vous permettront d'avoir une formation, vous ouvriront le carnet à la fois d'adresses et des offres d'alternance. Voilà. Et si vous-même, vous êtes en train de chercher une alternance, la bonne période vraiment pour réaliser ceci, c'est en juin 2022, c'est tip top, puisque jusqu'à cette période, il y a les aides de l'État. Je vais y arriver. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, on nous demandait sur le chat si on peut faire une année de césure et après l'alternance. Donc, oui, puisque c'est ce que Sacha et Julie ont fait. Ils ont profité de l'année de césure et ils ont fait aussi de l'alternance. Donc, c'est une possibilité en tout cas. Je poursuis parce que le temps passe vite et nous arrivons donc à l'international, puisqu'évidemment, les écoles de management sont très tournées vers l'international. Donc déjà, vous allez pouvoir évoluer dans un cadre multiculturel, donc au sein des campus des écoles, puisque pendant vos cours, vous allez pouvoir avoir des professeurs internationaux. Vous allez aussi côtoyer des étudiants de différentes nationalités parce qu'eux aussi viennent faire une partie donc, de leur scolarité en France. Et puis, la possibilité d'avoir un parcours donc 100% anglophone si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi en profiter pour apprendre une nouvelle langue. L'école va également aussi vous préparer à justement passer des tests de langue. Et ensuite, comme ces étudiants sur les photos, évidemment, vous aussi, vous allez pouvoir partir. Alors, Caroline, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment de la scolarité et sous quelle forme est-ce qu'ils peuvent avoir des expériences à l'international? Alors, des expériences à l'international, ils peuvent en avoir dès leur admission en pré-master, puisqu'il y a une expatriation entre les 2 semestres, une expatriation de 2 mois entre les 2 semestres, semestre 1 et semestre 2. Et ensuite, après, la mission Humacité qui est réalisée en fin d'année pré-master peut se faire aussi à l'international. Donc, ils peuvent, dès le début de leur intégration dans l'école, donner une coloration complètement internationale, 100% de cours anglophones et toutes les missions à l'international. Alors, il y a plusieurs types d'international qui existent au niveau des établissements. Donc, vous avez effectivement tout ce qui est mission que vous pouvez réaliser à l'international. Vous avez les stages. Il y a aussi les expatriations académiques. Alors là, les expatriations académiques sont différentes en fonction des écoles. Vous pouvez avoir des expatriations académiques sur des échanges simples, d'accord? Vous partez 6 mois ou 1 an dans une université partenaire, ou bien vous pouvez partir dans le cadre d'accords de double diplôme pour obtenir et le diplôme de votre école d'origine et celui de l'université d'accueil. Vous pouvez partir sur des campus offshore ou des sites associés. Donc, dans le campus offshore, mais Sacha nous en parlera puisque ça correspond à l'EM Normandie. Mais par exemple, aussi à Excelia, il y a des sites, on a 2 sites associés, un à New York et l'autre à Pékin. Donc, chaque école propose des spécificités qui lui sont propres. Nous, on a le Global Talent Track qui permet d'apprendre le management 6 mois aux États-Unis et 6 mois en Chine. Voilà, mais il y a des tas de formules qui existent et qui permettent à chaque étudiant de trouver l'expatriation qui lui correspond. Eh bien justement, en effet, Sacha, vous avez pu intégrer le campus d'Oxford de votre école donc au 2e semestre de votre Master 1, si je ne me trompe pas. Alors, comment ça s'est passé, cette expérience? Alors, écoutez, ça a été une très très belle expérience, car très riche. Alors, rien qu'en termes de savoir, mais aussi en termes de culture. On a forcément des cultures différentes d'un pays à un autre, et surtout avec les Anglais, quand il s'agit de culture, cette fois-ci, dans l'apprentissage de nouvelles connaissances. Il y a vraiment eu une différence entre ce qu'on apprend et surtout la façon dont on l'apprend en France et la façon dont on l'enseigne et dont on la reçoit quand on est dans un pays anglo-saxon. Donc, je parlerai forcément, pour ma part, de l'Angleterre.
à savoir que, alors il faut pas que vous vous inquiétiez, vous derrière vos écrans, il n'y a pas que Oxford, hein. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. On est sur un site de plus de 200 universités partenaires, ce qui est énorme, et on est vraiment à travers le monde. On est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, centrale, Asie, Europe. On couvre vraiment un panel extrêmement large, donc ce sera en fonction de vos convenances et surtout ce que vous voulez faire. Le but que va avoir l'EM Normandie, comme a été dit juste avant, c'est bien, en fait, ça me fait une transition parfaite, ce n'est pas de vous mettre face à de nouvelles responsabilités sans pour autant savoir si vous êtes prêt à les assumer. Le but n'est pas de vous envoyer en Angleterre et de vous dire bah, débrouillez-vous. Le but, c'est de vous envoyer en Angleterre parce que vous avez le niveau pour pouvoir suivre des cours en anglais et surtout pouvoir vous débrouiller par vous-même. Le but étant de l'amener progressivement, donc c'est un cheminement de pensée, on vous le dira dès la première année, ça ne se fera pas forcément à la fin de l'année où c'est un petit peu compliqué vu qu'il y a tout à gérer, les partiels, les cours, les différentes organisations pour partir, débloquement de prêt si besoin, et en fait on va tout simplifier, vu qu'il y a des process très clairs sur combien ça peut vous coûter en globalité, les zones qui vont vous être le plus utiles dans la région où vous allez aller. Pour ma part, pour Oxford, j'avais reçu un petit livret en numérique qui me disait les points les plus sympas et, en termes de vie étudiante, et également les coins très attractifs au niveau du prix pour les loyers. Donc, vous ne serez pas du tout mis de côté, ou du moins en complète autonomie pour pouvoir trouver vos logements et également pour savoir qui sera prêt à vous héberger, parce qu'on a également la possibilité de vous mettre avec des familles, euh, qui est du coup incroyable au niveau de la richesse de la langue, parce que là, avec les familles qui vont vous prendre sous leur toit, ça va être très compliqué d'essayer de parler français si ce sont purement des Anglais. Donc le but de ce semestre-là, pour moi, ça a été de développer toujours l'aspect professionnel, vu qu'on avait des cours qui étaient un petit peu, je vais y arriver, un petit peu plus spécialisés dans ma filière qui était la finance. Et en même temps, ça m'a permis de débloquer beaucoup plus de vocabulaire et d'aspects linguistiques en anglais. Donc très important, surtout si vous rêvez soit de partir à l'étranger dans un avenir proche après vos études, soit si ou alors tout simplement que vous voulez acquérir une certaine richesse, richesse au niveau de la langue anglaise, parce que forcément, comme vous le savez, l'anglais, c'est parler à l'international, et aussi au sein d'entreprises qui sont elles-mêmes françaises. En tant qu'analyste financier, il n'y a pas un jour où je passe sans parler anglais ou au moins avoir un échange en anglais. Donc, très important. Et ça sera nettement plus simple lorsque vous êtes dans un pays anglophone ou anglo-saxon, ça sera plus sympathique, on va dire, d'expérimenter et de développer votre aspect linguistique que si vous étiez juste en face de votre feuille avec un cours d'anglais. Et autre chose qui est très important et que je souligne, les professeurs que vous allez avoir, du moins sur ma partie à Oxford, ce ne sont pas des professeurs français enseignants en anglais, ce sont des enseignants purement anglais qui viennent vous enseigner donc en anglais. Ce qui est quand même très nettement différent, vu qu'eux ont pu avoir l'apprentissage qu'ils ont eu en école, donc à l'anglo-saxonne. Donc très, très, très intéressante. Merci pour ces précisions, Sacha. Caroline, donc là, forcément, avec la crise du Covid, les départs à l'international ont été perturbés, fortement perturbés. Qu'est-ce qu'il en est actuellement ? Cette année, ça a été beaucoup moins dramatique que l'année dernière quand même, hein, je dois dire, même si on a eu de grands blocs qui ont été fermés, hein, je pense aux États-Unis, qui n'ont ouvert qu'en novembre, voilà, donc il y a des parties encore qui sont fermées. Mais globalement, nous, sur la totalité des étudiants, alors Excelia, c'est 1700 étudiants, hein, le programme Grande École, on a… Donc, tous les ans, les étudiants on a forcément à peu près entre 800 et 900 étudiants qui partent à l'international chaque année, ceux qui ne sont pas en alternance, voilà, ceux qui sont en L3 ou en M1. On a eu assez peu d'étudiants qui n'ont pas pu partir. On en a eu 54 en tout, d'accord, sur l'ensemble des campus. Donc, qui n'ont pas pu partir au dernier moment parce que modification, voilà, des conditions pour rentrer dans le pays. L'entreprise disait non, pas d'étudiants venant de France, c'est parce que trop compliqué. Donc, ces étudiants-là,
ont été pris en charge et ont fait d'autres actions. Donc soit on a pu les rebasculer sur un autre pays, d'accord, soit ils sont en France dans des services internationaux et ils travaillent sur du développement international. Donc, j'allais dire que toutes les écoles ont vraiment suivi la règle du ministère. Donc, nous, notre ministère de tutelle, quelles que soient les écoles, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'innovation, mais voilà, de l'enseignement supérieur de la recherche. Et donc, les consignes étaient vraiment, soyez indulgents, et adapter un peu vos solutions pour que tous les étudiants, même s'ils ne peuvent pas vivre l'expérience avec un grand E, aient quand même une expérience dans la thématique que vous souhaitez développer. D'accord, bah merci, merci pour ces précisions. Donc là, on va arriver aux spécialisations, puisque donc à la fin de votre cursus en grande école de commerce, bah, vous serez amené à choisir votre spécialisation pour avoir donc des cours en lien avec celle que vous aurez choisie. Donc là, je vais vous lister les grands domaines dans lesquels vous pouvez vous spécialiser. Donc vous verrez en dessous des exemples. Après, il y en a d'autres qui existent évidemment, mais ça vous donnera au moins une vue d'ensemble. Donc, quand vous êtes en école de commerce, vous pouvez vous spécialiser donc, en audit, en conseil, en finance, également en marketing, communication, événementiel. Vous pouvez également vous spécialiser en business development, tout ce qui va toucher aussi à l'innovation et l'entrepreneuriat, bien sûr. Je poursuis, vous pourrez vous spécialiser en management, donc là avec des spécialisations un petit peu particulières comme le management du sport, management du luxe, etc. Également donc dans la distribution, la logistique et les achats, dans les relations internationales, le droit et l'intelligence économique par exemple, et tout ce qui va toucher donc au système d'information et au digital. Alors Caroline, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi c'est important en tant qu'étudiante de se spécialiser en fin de cursus? Alors, on va partir du postulat de départ qui est que nos diplômes sont des diplômes généralistes. D'accord, on forme au management, on forme des managers. Donc, c'est un enseignement qui est généraliste. Toutefois, il est intéressant d'avoir une spécialisation, une dominante, une majeure, tout dépend du vocabulaire des écoles, pour pouvoir apporter déjà un certain savoir-faire à une entreprise par le stage de fin d'études ou par l'alternance. D'accord? Et cette spécialisation va être la clé d'entrée au niveau du monde professionnel très, très, très souvent. On s'aperçoit que dans 95% des cas, c'est une voie d'entrée dans la vie professionnelle. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait une spécialisation finance qu'on ne va pas se retrouver dans 3 ans chef de produit, marketing. On a vu des évolutions comme ça parce qu'il ne faut pas oublier que les diplômes sont généralistes. Merci. Alors, Sacha et Julie, est-ce que vous pouvez juste nous dire, vous, le nom de votre spécialisation? Comme ça, les étudiants sauront quelle spécialisation vous avez fait pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ah, alors Julie, le micro est coupé. Ouais, pardon. Moi, j'ai fait la spécialisation marketing, produits et communication. D'accord. Et Sacha, donc? Audit et finance d'entreprise. D'accord, donc voilà. Comme ça, vous avez 2 exemples qui sont cités. Et si vous voulez davantage donc, vous spécialiser, vous avez aussi en grande école de commerce la possibilité de valider un double diplôme. Donc, ce qui va en fait vous permettre à la fois d'obtenir donc, le diplôme de votre école de management, bien sûr, et le diplôme d'un établissement partenaire qui peut se trouver en France. Donc, ça peut être une université, une école d'ingénieur, un IAE par exemple, ou bien à l'étranger, avec une des universités donc, partenaires de l'école. Alors, quels sont les avantages, Caroline, pour un étudiant de suivre un double diplôme, puisque je rappelle que ce n'est pas forcément obligatoire? Alors, ça dépend de la nature du double diplôme. Enfin, de toute façon, un double diplôme montre quand même une capacité d'hybridation, une capacité d'aller sur d'autres territoires un peu que le territoire connu. Si vous faites un double diplôme avec une école qui est différente, sur une formation qui est un peu différente de la vôtre, par exemple, entre une école de management et une école spécialisée dans les data ou dans
on pourrait dire dans la création de jeux, puisque nous, on n'est pas très loin d'Angoulême. Donc, je fais une petite parenthèse de jeux vidéo ou de dessins animés. Donc là, vous allez acquérir d'autres univers, donc d'autres styles de compétences, d'autres savoir-faire. Donc, le double diplôme, c'est aussi, il faut le voir vraiment comme une augmentation des compétences. C'est une chance parce que la plupart du temps, ces doubles diplômes se font dans la même période. Donc, ça n'est pas des années supplémentaires que vous allez rajouter à votre cursus. Et vous pouvez intégrer aussi le réseau des anciens de ces deux établissements. Donc là aussi, c'est une augmentation, j'allais dire, de votre réseau personnel, des possibilités d'emploi, d'embauche, voilà, de rencontres. Merci pour ces précisions. Donc là, je ne vous les liste pas, mais vous aviez donc juste en dessous sur la slide voilà, des exemples de double diplôme qui existent dans les écoles passerelles, mais il y en a évidemment bien d'autres. On va arriver donc à l'accompagnement, puisque c'est vrai, les écoles le disent, hein, elles accompagnent les étudiants pendant tout leur cursus en école. L'objectif, évidemment, est de faciliter ensuite l'insertion professionnelle et que cet accompagnement soit évidemment en cohérence avec les attentes donc, du marché de l'emploi. Alors, on dit voilà, qu'on accompagne les étudiants, mais Caroline, concrètement, qu'est-ce que l'école peut apporter comme accompagnement justement aux étudiants? Il y a tout type d'accompagnement. D'abord, il y a l'accompagnement qui va avec les disciplines et qui va avec l'orientation professionnelle. D'accord? Donc, vous pouvez avoir du mentorat, vous pouvez avoir du tutorat pour voilà, certains qui coincent un peu sur des cours, par exemple, de fiscalité ou de finance des marchés. Parfois, du tutorat peut leur remettre le pied à l'étrier. Vous avez tout ce qui est orientation professionnelle, aide au CV, aux préparations à l'embauche, à la négociation des salaires. Donc, vraiment, des choses qui sont extrêmement classiques. Mais vous avez aussi tout un accompagnement qui est fait de plus en plus par les écoles et c'est de plus en plus aussi regardé et scruté par le ministère, par notre ministère de tutelle. C'est tout ce qui concerne la vie étudiante au sens large. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement pour des étudiants qui peuvent être en difficulté, pour des problématiques de santé, des ruptures familiales qui font que, voilà, ils se retrouvent dans un contexte qui est peut-être plus compliqué que ceux qu'ils avaient imaginés pour vivre leurs études, pour des problématiques de santé, d'accord. Sur la totalité des étudiants que nous avons, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des parcours du coup qui deviennent un peu plus compliqués, chaotiques et on se doit en tant qu'école d'accompagner voilà, ces étudiants qu'on a choisis, parce que s'ils sont là, c'est qu'on les a choisis, donc il faut les accompagner jusqu'au bout et à travers ces épreuves de vie aussi qui vont perturber leur vie, leur parcours étudiant. Donc, vous avez tout ce qu'a dit Julie, les conférences, les tables rondes, les forums, tout ça, c'est important. Il faut y aller, il faut prendre les cartes, les noms, les numéros de téléphone. Vous verrez comment vous les utilisez, mais il faut tout faire. Atelier CV aussi, visite d'entreprise, tout ça, c'est que du bonus et n'hésitez pas. Voilà, c'est très important en effet de savoir que vous serez bien accompagné pendant tout votre cursus et bien accompagné évidemment avec l'objectif final que vous ayez une insertion professionnelle réussie. Donc là, je vous montre rapidement donc, les chiffres d'une enquête de la conférence des grandes écoles qui est faite en fait sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés qui sortent donc des 38 grandes écoles de management qui font partie de la conférence des grandes écoles. Donc là, ce sont les chiffres de la dernière enquête de 2021. Donc vous avez 8 sur 10 des diplômés de ces écoles qui trouvent un emploi en moins de 6 mois, 81,2% qui sont embauchés en CDI et 36 209 €. Donc ça, c'est le salaire brut annuel moyen parmi donc, ces 38 écoles. Donc là, en plus, ce sont les chiffres de 2021. Donc c'est des diplômés qui ont cherché aussi un emploi en pleine crise sanitaire. Donc pas forcément le meilleur moment pour chercher. Mais malgré ça, on voit que les chiffres de cette enquête qui est faite chaque année sont restés bons, même si évidemment ils ont un petit peu baissé par rapport aux années précédentes où il n'y avait pas ce contexte-là. Donc ça vous montre que c'est resté une valeur sûre, même en contexte de crise. Voilà, et les recruteurs ont continué en tout cas à embaucher
des diplômés d'école de commerce, puisque évidemment, l'objectif de tout ça, c'est que vous ayez une insertion professionnelle réussie. Je termine juste parce qu'on vous a donné évidemment là beaucoup d'informations sur votre parcours et comme on le disait parfois donc, pendant le webinaire, évidemment, après vous avez des possibilités qui vont être aussi propres à chaque école, des parcours différents, etc. Mais au moins vous voyez tout ça dans les grandes lignes. Je vous fais quand même un rappel donc, sur les modalités du concours 2022 pour terminer. Donc, le dossier de candidature est à déposer en ligne sur le site de Passerelle, où là, vous devrez donc nous indiquer la formation que vous êtes actuellement en train de suivre et que vous allez donc valider, et vos bulletins de notes de la dernière année d'études supérieures complètes. C'est-à-dire que là, si vous êtes en deuxième année de DUT, vous mettrez les bulletins de notes de votre première année. Si vous êtes en licence 3, vous mettrez les bulletins de la licence 2, par exemple. Ensuite, nous allons étudier donc votre dossier, vos notes, vos appréciations, et vous serez donc déclaré ou non admissible. Et si vous êtes déclaré admissible pour la suite du concours, c'est donc pour les 6 écoles qui sont membres et qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. Pour ce qui est des épreuves, qui est donc la deuxième étape du concours, vous allez devoir passer un test d'anglais Easy Speaking, donc qui se fait en ligne depuis chez vous, qui est commun à toutes les écoles, donc vous n'aurez à le passer qu'une seule fois. Cependant, s'il y en a parmi vous qui ont passé un TOEIC ou un TOEFL ou autre test extérieur d'anglais, ou si vous allez le passer là prochainement, vous pourrez utiliser votre score donc, en remplacement et vous n'aurez donc pas le test Easy Speaking à passer avec nous. Et ensuite, dernière étape très importante, l'entretien individuel. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez choisir parmi les 6 écoles celle qui vous intéresse pour passer donc, un entretien dans chacune d'entre elles. Vous pouvez passer entre 1 à 6 entretiens. Et je vous rappelle le calendrier du concours. Donc là, la session 1 est actuellement en cours. Donc pour ceux parmi vous qui seraient inscrits à la session 1, vous êtes donc en train de passer vos oraux et vous aurez vos résultats d'admission donc le 14 février. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne ratez pas donc la date du 22 avril, qui est la date de clôture des inscriptions. Et ensuite, donc, vous aurez vos résultats d'admissibilité le 9 mai. Puis du 9 mai au 16 mai, là, vous allez prendre rendez-vous dans les écoles pour vos entretiens qui se dérouleront donc du 16 mai au 4 juin et vous passerez également donc, le test Easy Speaking pendant ce laps de temps et vous aurez vos résultats au mois de juin. Donc voilà, là, vous avez toutes les dates en rappel. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas inscrits à la newsletter du concours Passerelle et qui souhaitent recevoir les informations, je vous invite à scanner ce QR code et qui va vous amener donc, sur un formulaire et qui vous permettra de recevoir toutes les informations. Donc là, nous arrivons au terme du webinaire. Caroline, Julie, Sacha, est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose pour les étudiants qui nous écoutent ? On croise les doigts, surtout bonne chance et quelle que soit l'école que vous avez, que vous choisissez, all the best pour la suite. Voilà. Merci Caroline. Exactement la même chose. Bonne chance à tous. Comme disait Caroline, peu importe l'école, c'est une super expérience et vous en ressortirez changé et grandi. Exactement la même chose. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Très bon courage pour vos concours et la suite de vos études, en espérant que ça vous aidera à acquérir l'expérience professionnelle et la rigueur que vous obtiendrez en tant que professionnel. Merci beaucoup en tout cas à tous les 3 d'avoir été là avec nous ce soir. Ça a été riche en informations pour les candidats. Et puis, nous vous souhaitons à tous évidemment une très bonne soirée. Et pour ceux qui s'inscriront, évidemment, bonne chance pour votre concours. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.